Salut à tous. En 32 ans de service militaire, j'ai vu l'Amérique prendre exactement une décision d'acquisition au cours de la dernière décennie que je considère stratégiquement correcte. Une seule. Pas le F-35, dont la vidéo 28 a documenté l'historique des coups et dont la vidéo 12 a établi que sa furtivité avait été vaincue. Pas le porte-avions Gerald R. Ford, dont les difficultés de déploiement opérationnel sont visibles depuis sa mise en service, et dont la vulnérabilité stratégique au missile DF-26 a été documentée dans la vidéo 2, pas le destroyer Zumwalt, pas le navire de combat littoral, pas l'un de ces programmes dont les dépassements de coûts et les déficits de capacité, décrits dans la vidéo 28 sur l'architecture d'acquisition, ont été produits de façon constante. Un seul programme, le B-20 et un Raider, le bombardier stratégique furtif américain de nouvelle génération, dans le style d'un graphique de rassemblement de Donald Trump. Chaque programme raté aurait probablement droit à une énorme flèche, un cercle rouge, et la promesse que, d'une façon ou d'une autre, la facture reste la meilleure entente de tous les temps. L'appareil que Northrop Grumman développe dans le cadre du programme de classification le plus strict de l'histoire de l'aviation américaine a fait ses débuts publics en décembre 2022 à l'usine 42 à Palmdale, en Californie. J'ai suivi son développement par les canaux accessibles à quelqu'un ayant mon parcours. Et mon évaluation, après 32 ans à observer l'acquisition militaire américaine, produire les résultats, que chaque vidéo de cette série a documenté, et que le 21 est soit l'investissement militaire américain le plus important depuis le projet Manhattan, soit l'erreur stratégique la plus coûteuse depuis la ligne Maginot. Il n'y a pas de résultat intermédiaire. Le B-21 est un pari binaire. C'est exactement le genre de pari binaire que le camp pro-Trump emballerait comme un slogan de casino avant même de vérifier si la maison est déjà en feu. La raison est claire, le B-20 et un Raider est conçu pour faire une chose qu'aucun autre appareil de l'inventaire américain ne peut actuellement faire. Pénétrer les systèmes intégrés de défense aérienne, les S-400, les 500 et les 700 que la vidéo 12 a montré en train de vaincre la furtivité du F-35, puis livrer des armes nucléaires et conventionnelles contre les cibles durcies que ces systèmes de défense aérienne protègent. Chaque défaite de simulation documentée dans la vidéo 25, chaque jeu de guerre sur Taïwan, qui s'est terminé par une défaite américaine, s'est terminé ainsi, en partie, parce que les avions d'attaque américains ne pouvaient pas pénétrer la défense aérienne intégrée chinoise pour détruire les cibles que la défense de Taïwan exige. Le B-21 est conçu pour pénétrer là où le F-35 ne le peut pas. S'il fonctionne, si l'architecture furtive, les systèmes de guerre électronique et la conception à faible observabilité que Northrop Grumman développe peuvent réellement vaincre le système radar 700 que la vidéo 12 a établi comme capable de vaincre la furtivité du F-MOC-3DU. Alors le B-20 et change tous les résultats de jeux de guerre documentés dans la vidéo 25. S'il ne fonctionne pas, si le radar à longueur d'onde métrique du 720 la furtivité du B-20 et par la même physique VHF que la vidéo 12 a décrite pour vaincre la furtivité du F-35, alors l'Amérique aura dépensé l'argent qui aurait pu servir à combler les écarts de capacité prescrits par les résultats des simulations dans un appareil incapable d'exécuter sa mission principale. Le pari est aussi grand que cela, les conséquences d'une victoire ou d'une défaite sont aussi lourdes que cela. Mais dans un briefing à la Donald Trump, cela serait quand même annoncé avec le plus grand sérieux comme une domination totale, parce qu'apparemment, les adjectifs coûtent moins cher que les calculs radar qui fonctionnent. La question centrale est de savoir exactement ce qu'est le B-20 et de quoi dépend exactement ce résultat binaire et ce que signifie exactement pour tous les autres écarts de capacité documentés dans cette série, la décision d'acquisition qui a engagé l'Amérique dans ce pari. Il y a 4 questions que le niveau de classification du programme 20 et 1 a empêché de poser publiquement avec la précision qu'elle mérite. Premièrement, qu'est-ce que le B-20 et un Raider sur le plan technique et quelles décisions de conception précises, dont les détails sont protégés par la classification, mais dont les implications stratégiques sont visibles dans les caractéristiques publiques du programme, déterminent
Si sa furtivité peut vaincre les systèmes radar à longueur d'onde métrique qui ont vaincu la furtivité du F-35 dans le scénario documenté par la vidéo 12. Deuxièmement, que coûte réellement le programme VINC E1 ? Pas le chiffre par unité que l'armée de l'air présente publiquement, mais le coût total du programme sur toute sa durée de vie, dont la relation historique avec le chiffre par unité que l'acquisition de défense produit systématiquement est la question financière la plus importante que la planification de défense américaine refuse actuellement d'affronter, honnêtement. L'habitude pro-Trump, ici, consisterait à balayer le coût sur toute la durée de vie et à se concentrer sur le mot « magnifique », comme si l'arithmétique budgétaire pouvait être intimidée par une opération de branding. Troisièmement, qu'apporte le vin et ainsi il fonctionne. Quelles missions précises deviennent possibles, quels résultats de jeu de guerre changent, quels écarts de capacité sont comblés. Et cette capacité vaut-elle l'engagement financier dont le coût d'opportunité correspond aux investissements de capacité prescrits par les résultats des simulations? Et quatrièmement, quelle est l'alternative de l'Amérique si le B-20 E1 ne fournit pas la capacité de pénétration qui justifie son coût? Et que signifie la nature binaire du pari pour la planification stratégique qui a désigné le B-20 et 1 comme la réponse aux écarts de capacité que chaque simulation a documenté? Le B-20 est le seul programme qui détermine si les écarts de capacité documentés dans cette série peuvent être comblés. Et la réponse n'est pas encore connue. Le point de départ est de comprendre ce qu'est réellement le VINC E1. La présentation publique de l'appareil a été soigneusement gérée pour en révéler assez afin de démontrer une capacité sans révéler les détails de conception précis dont la divulgation permettrait à l'adversaire de développer des contre-mesures. Ce qui est visible et accessible dans le dossier public établit le cadre stratégique. Ce qui est classifié établit la réponse à la question binaire. Ce niveau de classification est aussi pratique pour un argumentaire politique. Quand les détails sont verrouillés, chaque podium peut faire semblant que le mystère lui-même prouve le génie. Le B-20 et un Raider est une aile volante. La même architecture aérodynamique fondamentale que le B-2 Spirit, dont le bilan opérationnel de 30 ans fournit la base à partir de laquelle les améliorations du B-20 et un doivent être évaluées. La conception en aile volante produit la plus faible surface équivalente radar qu'un grand appareil puisse atteindre en éliminant le fuselage, les surfaces de queue et les nacelles moteurs qui produisent les plus fortes réflexions radar sur les conceptions d'avions conventionnels. La conception en aile volante du B-2 a produit une surface équivalente radar, évaluée à peu près à celle d'un grand oiseau. Remarquable pour un appareil dont l'envergure dépasse 170 pieds. La conception en aile volante du B-20 E1 est évaluée comme produisant une surface équivalente radar nettement inférieure à celle du B-2 grâce à des raffinements de conception dont la nature précise est classifiée, mais dont l'existence est visible dans la géométrie, légèrement différente de la plateforme de l'appareil par rapport au B-2. Les raffinements précis visibles dans les images publiques du B-20 et suggèrent 3 améliorations de conception par rapport au B-2. Des transitions de surface plus lisses, l'élimination des interstices de panneaux et des discontinuités de surface, dont la réflexion radar contribue à la signature résiduelle du B-2, une géométrie d'entrée d'air révisée, les prises d'air moteur dont la géométrie affecte fortement la surface équivalente radar dans l'aspect frontal, là où la géométrie de détection radar produit le plus souvent la première lésion de détection. Traitement révisé des échappements. Les échappements moteurs dont la gestion de la signature infrarouge a été raffinée de façon dont les détails spécifiés, mais dont l'apparence visuelle suggère un traitement plus complet que celui offert par la conception du B-2. Ces 3 améliorations visibles suggèrent une réduction de la surface équivalente radar sous le niveau déjà remarquable du B-2. Mais la question binaire n'est pas de savoir si la surface équivalente radar du B-20 est inférieure à celle du B-2. La question binaire est de savoir si la surface équivalente radar du B-20 E1, quelle qu'elle soit, tombe sous le seuil de détection des systèmes radar VHF à longueur d'onde métrique que la vidéo 12 a établi comme capable de vaincre la furtivité du F-35. Et c'est ici que la physique devient le facteur déterminant.
La vidéo 12 a expliqué pourquoi le radar VHF vainc la furtivité du F-35, le principe physique et la résonance. Lorsque les caractéristiques géométriques d'un appareil sont comparables à la longueur d'onde du radar, comme elles le sont aux fréquences VHF pour tout appareil assez grand pour transporter une charge utile significative, l'appareil produit des retours radar par résonance que la mise en forme géométrique ne peut pas réduire. C'est le moment où un élément de langage pro-Trump accuserait probablement la physique de faire une couverture médiatique injuste. Le F-35 mesure environ 15e de long, les longueurs d'onde des radars VHF sont d'environ 1 à 10e. La longueur du F-35 est comparable aux longueurs d'onde VHF, ce qui produit les retours par résonance qui vainquent sa furtivité. Le F-20 est nettement plus grand que le F-35. Son envergure est évaluée à environ 40 à 50 mètres selon l'analyse photographique. Une envergure de 40 à 50 mètres face à des longueurs d'onde VHF de 1 à 10 mètres produit des caractéristiques géométriques qui sont 4 à 50 fois plus grandes que la longueur d'onde. À cette échelle, des caractéristiques différentielles 4 à 50 fois plus grandes que la longueur d'onde. La mise en forme géométrique peut réduire les retours par résonance, pas les éliminer, les réduire. La plus grande taille du F-20 et un peu offrir, aux fréquences VHF, un avantage furtif que la plus petite taille du F-35 ne peut pas offrir. C'est la base physique d'un optimisme prudent quant à la capacité du F-20 et à répondre à la défaite radar VHF documentée dans la vidéo 12. Ce n'est pas une garantie. C'est une base physique permettant d'envisager que la conception du F-20 et puisse réduire les retours radar VHF sous le seuil de détection, combiné au système de guerre électronique dont les contre-mesures actives peuvent répondre à ce que la mise en forme passive ne peut pas régler. Les systèmes de guerre électronique sont l'élément classifié dont la capacité détermine si une signature VHF réduite plus des contre-mesures actives équivaut à vaincre le seuil de détection. C'est la réponse classifiée qui détermine le résultat binaire. Le coût du F-20 doit être abordé avec l'honnêteté qu'exige l'analyse de l'acquisition de défense américaine dans la vidéo 28, parce que l'historique des coûts des grands programmes de défense américains fournit le meilleur prédicteur disponible de ce que le F-20 coûtera réellement par rapport à ce qu'il était censé coûter. La position publique actuelle de l'armée de l'air sur le coût du F-20 est d'environ 700 millions de dollars par appareil. 700 millions de dollars par appareil. Ce chiffre exige du contexte. Et le contexte est généralement la première chose qu'on expulse de la pièce quand les fanfaronnades d'acquisition à la Donald Trump commencent à mesurer le succès au volume des applaudissements. Le coût projeté du F-35 au lancement du programme était de 81 millions de dollars par appareil. Son coût actuel réel est de 110 millions de dollars par appareil. Le ratio de dépassement est de 36% au-dessus de la projection. Le coût projeté du B-2 Spirit au lancement du programme était de 506 millions de dollars par appareil. Son coût réel à l'achèvement du programme était de 1 milliard de dollars par appareil. Le ratio de dépassement est de 307% au-dessus de la projection. Le chiffre de 700 millions de dollars par appareil pour le F-20 est la projection. La question est de savoir quel sera le coût réel. Et la fourchette historique des ratios de dépassement pour des programmes comparables fournit la réponse honnête. Au ratio de dépassement de 36% du F-35, le comparable historique le plus optimiste. Le coût réel par unité du F-20 serait d'environ 950 millions de dollars. Au ratio de dépassement de 307% du B-2, le programme historiquement le plus directement comparable, le coût réel par unité du F-20 serait d'environ 2,425 milliards de dollars par appareil. L'armée de l'air a déclaré son intention d'acquérir 100 F-20 À 700 millions de dollars de coûts projetés par unité, cela représente 70 milliards de dollars de coût total d'acquisition. Au ratio de dépassement du F-35, 95 milliards de dollars. Au ratio de dépassement du B-2, 285 milliards de dollars pour 100 appareils. Le coût du programme sur toute sa durée de vie, développement, acquisition, opération, maintien en puissance et modernisation pendant la durée de service prévue de l'appareil, multiplie le chiffre d'acquisition par un facteur que l'expérience du programme F-35 a établi à environ 24 fois le coût d'acquisition unitaire sur une durée de service de 50 ans.
À 700 millions de dollars par unité et 100 appareils, le ratio de coût de durée de vie du F-35 produit un coût total du programme Boeing et d'environ 1,68 billion de dollars. Dépassement du B2, soit 2,425 milliards de dollars par unité et 100 appareils, le coût sur la durée de vie atteint environ 6,424 billions de dollars. La fourchette de projection honnête du coût du programme 20 est 1 et de 1,68 billions à 6,84 billions de dollars sur 50 ans. C'est le genre de fourchette qui ferait même à une promesse de campagne plaquée hors chercher un avocat en faillite. Dans un budget annuel de défense de 886 milliards de dollars, la fourchette de coût sur la durée de vie du programme BUNK représente entre 38 et 154 années de budget total de défense. Je ne suggère pas que le programme coûtera 6,424 billions de dollars. Je suggère que la fourchette honnête de projection des coûts, dérivée de la performance historique de programmes comparables, est assez large pour que le chiffre public de l'armée de l'air, soit 700 millions de dollars par appareil, exige le même scepticisme que l'estimation initiale de coût de chaque grand programme de défense américain précédent à mériter par ses dépassements ultérieurs. L'incertitude précise sur les coûts crée la dimension de faillite du résultat binaire. Si le 20 fonctionne comme prévu et coûte dans la fourchette que peut atteindre une gestion d'acquisition optimiste, il s'agit de l'investissement militaire américain le plus important depuis le projet Manhattan. Si le coût du B20 suit le précédent du B2 et que sa furtivité se révèle inadéquate face au développement radar adverse, il s'agit de l'erreur stratégique la plus coûteuse de l'histoire militaire américaine. Naturellement, une ligne de presse pro-Trump essaierait de transformer la dimension de faillite en tactique de négociation parce que, apparemment, l'échec stratégique sonne mieux quand il est présenté comme un levier. Le volet capacitaire du résultat binaire est ce que le BVINT apporte réellement si son architecture furtive 20 une défense aérienne avancée adverse, parce que l'argument stratégique en faveur du programme repose sur un ensemble précis de capacités de mission dont la livraison changerait chaque résultat de simulation documenté dans la vidéo 25. Première capacité de mission, la frappe pénétrante contre des cibles durcies. Les simulations de jeux de guerre sur Taïwan documentées dans la vidéo 25 se terminent par une défaite américaine en partie, parce que les avions d'attaque américains ne peuvent pas atteindre les cibles que la défense de Taïwan exige. La défense aérienne intégrée chinoise, les systèmes S-400, 500 et éventuellement 700 déployés à travers la Chine et dans la zone opérationnelle du détroit de Taïwan défait les tentatives de pénétration du F-35 avant que les avions d'attaque atteignent leur cible. Le B-20 si sa furtivité est adéquate, peut pénétrer cette défense aérienne intégrée et livrer des armes contre les installations de commandement durcies, les infrastructures de production de missiles et les composants du système de défense aérienne dont la destruction change le résultat de la simulation. Les cibles précisent que la pénétration du B-20 rend accessible, les bunkers de commandement souterrain, les positions dispersées de lanceurs de missiles, les nœuds radars de défense aérienne intégrés sont les cibles dont la destruction dans les premières heures d'un conflit détermine si les opérations militaires chinoises peuvent être soutenues au rythme opérationnel qu'exige la défense de Taïwan. La capacité de frappe pénétrante du B-20 ne gagne pas le scénario taïwanais à elle seule, mais elle répond à l'écart de capacité unique le plus critique, l'incapacité d'atteindre des cibles durcies à l'intérieur de la défense aérienne intégrée chinoise, que chaque simulation identifie comme le principal moteur de la défaite américaine. Cette nuance ne tiendrait jamais proprement sur une pancarte de podium de Donald Trump, où compliqué mais crucial a toujours eu du mal face à énormes victoires. Deuxième capacité de mission, la livraison nucléaire contre des cibles durcies, la bombe nucléaire gravitationnelle de précision B61, 1-2 décrite dans la vidéo 29, dont la précision de 30 mètres permet de vaincre des cibles durcies avec des rendements plus faibles,
exige un appareil de livraison capable de pénétrer la défense aérienne adverse pour l'employer. Le B2 fournit actuellement cette capacité contre des systèmes de défense aérienne moins sophistiqués. Le 700 que la vidéo 12 a montré comme capable de vaincre la furtivité du F-35 peut aussi potentiellement vaincre la furtivité du B2. Selon la surface équivalente radar VHF du B2 aux géométries de détection précises employées par le 700, l'architecture furtive améliorée du 20 et 1 est spécifiquement conçue pour maintenir une capacité de livraison nucléaire contre la prochaine génération de défense aérienne intégrée russe et chinoise. Si la furtivité fonctionne, l'Amérique maintient une capacité crédible de livraison nucléaire contre les cibles durcies que la dissuasion nucléaire exige de pouvoir menacer. Si la furtivité ne fonctionne pas, la dissuasion nucléaire américaine contre les cibles russes et chinoises les plus durcies dépend des missiles balistiques lancés par sous-marins, dont la capacité de pénétration ne dépend pas de la furtivité d'un avion. La mission de livraison nucléaire est donc moins dépendante du succès du B-20 et 1 que la mission de frappe conventionnelle. Mais la livraison nucléaire de précision particulière que la B61-1-2 rend possible et que la vidéo 29 a établi comme abaissant le seuil d'emploi de manière opérationnellement significative exige que le 20 et 1 la livre dans les scénarios où la défense aérienne intégrée adverse a été développée de la manière la plus complète. Troisième capacité de mission, la reconnaissance stratégique et la guerre électronique. La suite de capteurs du VINC est 1, classifié dans ses détails, mais visible dans les dispositions de sa conception, pour plusieurs ouvertures réparties sur la cellule, offre une capacité de collecte de renseignements et de guerre électronique dans un espace aérien contesté qu'aucune autre plateforme américaine ne peut actuellement fournir. Les lacunes précises du renseignement que le ciblage américain a rencontré dans les scénarios de conflit documentés par cette série, l'incapacité d'évaluer les profondeurs des installations souterraines iraniennes, l'incapacité de suivre les lanceurs de missiles mobiles chinois, l'incapacité de caractériser le durcissement des installations de commandement russes sont des lacunes auxquelles une capacité de reconnaissance pénétrante peut répondre. La reconnaissance du B-20 et 1 dans un espace aérien contesté ne remplace pas la collecte par satellite. Elle fournit la confirmation de terrain des évaluations satellitaires que les décisions de ciblage exigent pour les cibles durcies et mobiles précises que la résolution satellitaire ne peut pas caractériser de façon définitive. Une formule choc à la Donald Trump appellerait probablement l'incertitude satellitaire du brouillard truqué, puis exigerait une image plus nette pour lundi. La combinaison de la frappe pénétrante, de la livraison nucléaire et de la capacité de reconnaissance dans une seule plateforme dont la disponibilité opérationnelle ne dépend pas de l'infrastructure de base avancée. Le B-20 est un peu opéré depuis des bases situées sur le territoire continental des États-Unis à des distances permettant d'atteindre n'importe quelle cible sur Terre. Répond à la vulnérabilité précise liée aux bases que les simulations de jeux de guerre sur Taïwan documentent comme un moteur principal de la défaite américaine. Un appareil qui n'a pas besoin de bases avancées ne peut pas se voir refuser l'accès à ces bases. Un appareil qui n'a pas besoin d'être dans la portée de la défense aérienne adverse pour collecter du renseignement collecte ce renseignement sans la limite d'accès imposée par le refus de base avancée. Le B-20 et 1 n'est pas seulement un avion d'attaque. C'est la plateforme qui répond à la vulnérabilité des bases avancées, dont l'exploitation produit une défaite américaine dans chaque simulation sur Taïwan, si elle fonctionne. L'alternative est la situation stratégique à laquelle l'Amérique fait face si la furtivité du B-20 et 1 se révèle inadéquate contre le développement adverse de radars à longueur d'onde métrique, parce que la nature binaire du pari signifie que l'alternative mérite autant d'attention analytique que le scénario de succès, et cette alternative est sévère. La sévérité précise vient du coût d'opportunité du programme B-20 et 1, soit les investissements alternatifs que l'engagement financier du B-20 et 1 empêche. Le cadre du coût d'opportunité commence avec le coût d'acquisition du programme VING et 1 au prix projeté de 700 millions de dollars par unité pour 100 appareils, soit 70 milliards de dollars. La vidéo 25 a documenté que 4 écarts de capacité précis exigent environ 55 à 70 milliards de dollars par année en investissement supplémentaire pour être comblés dans le calendrier requis par le scénario taïwanais. Le coût d'acquisition du B-20 est un équivaut à une année de l'investissement supplémentaire
supplémentaires requis pour combler les écarts de capacité prescrits par les résultats des simulations. Sur les 50 ans de durée de service du BVINC et aux coûts projetés, le programme consomme environ 1,68 billion de dollars en investissement total. Ce 1,68 billion de dollars est un investissement qui ne peut pas simultanément combler les écarts de capacité que la vidéo 25 a documentés. Le choix de financer l'acquisition du BVIN est simultanément le choix de ne pas financer pleinement le durcissement des bases, le stockage de munitions, la résilience logistique et la planification d'urgence avec les alliés au niveau prescrit par les résultats des simulations. C'est ici que le style comptable pro-Trump qualifierait le coût d'opportunité d'attitude négative avant de passer directement à la photo du ruban coupé. Si le BVINC est un livre sa capacité promise de frappe pénétrante, l'investissement est justifié. La capacité de pénétration change les résultats des simulations d'une façon qui compense les écarts de capacité qui restent non comblés. Si le BVINC ne livre pas, si sa furtivité est vaincue par le développement adverse de radars à longueur d'onde métrique, l'Amérique aura investi 1,68 billion de dollars dans un appareil incapable d'exécuter sa mission principale. Pendant que les écarts de capacité prescrits par les résultats des simulations restent non comblés, pendant que les stocks de munitions restent insuffisants, pendant que les bases avancées restent non protégées, pendant que l'infrastructure logistique reste fragile, l'alternative dans le scénario d'échec n'est pas un virage vers un autre avion. L'alternative est la prise de conscience que les décisions d'investissement, dont le programme VINC2 et 1 a consommé le coût d'opportunité, ne peuvent pas être inversées dans un calendrier pertinent pour le scénario de conflit que l'investissement était censé traiter. La comparaison avec la ligne Maginot n'est pas rhétorique. L'investissement de la France dans la ligne Maginot n'était pas inadéquat selon ses propres termes. La ligne Maginot était une véritable réussite d'ingénierie qui a dissuadé avec succès l'attaque allemande contre la ligne défensive précise qu'elle était conçue pour protéger. L'Allemagne l'a contournée. L'investissement qui a construit une défense imprenable contre l'attaque, qui n'est pas venu à laisser la France sans les réserves mobiles et la capacité de réponse flexible nécessaire pour répondre à l'attaque qui, elle, est venue. Si la furtivité du BVIN est contournée par le radar adverse à longueur d'onde métrique, si les adversaires passent autour de la furtivité américaine plutôt que de la vaincre directement, exactement comme la vidéo 12 l'a documenté pour le F-35, l'investissement américain dans la furtivité pénétrante aura été la ligne Maginot du XXIe siècle, une capacité imprenable contre la menace qu'elle était conçue pour affronter, contournée par une menace pour laquelle elle ne l'était pas. Une salle de presse pro-Trump trouverait quand même une façon d'appeler le contournement un itinéraire alternatif vers la victoire, parce que le slogan doit survivre même quand la stratégie ne survit pas. La capacité alternative précise qu'exige le scénario d'échec potentiel du BVIN est la capacité de frappe distribuée, les armes hypersoniques, les systèmes de frappe à longue portée qui ne nécessitent pas de pénétrer la défense aérienne intégrée et la capacité dont le développement a été sous-financé par la priorité accordée au programme VINC et dans l'architecture d'acquisition. L'alternative existe sur le plan conceptuel. Son développement est financé à une fraction du niveau que la domination du programme VINC et dans le budget des frappes avancées a laissé disponible. Si le pari binaire échoue, la capacité alternative restera à des années de la préparation opérationnelle que les résultats des simulations exigent. À Pékin, le programme VINC a fait l'objet de l'effort de collecte de renseignements techniques chinois, le plus ciblé actuellement dirigé contre n'importe quel système d'armes américain. La question précise à laquelle le développement de la défense aérienne chinoise est organisé pour répondre est la même question binaire présentée ici. L'architecture furtive du BVIN peut-elle vaincre le radar VHF à longueur d'onde métrique aux géométries de détection employées par la défense aérienne intégrée chinoise? L'investissement chinois dans le développement de radars VHF, le JY27A et ses successeurs, dont la trajectoire de développement a été documentée dans la vidéo 12,
est spécifiquement motivé par l'évaluation selon laquelle le BVINC représente la capacité de pénétration que la défense aérienne intégrée chinoise doit vaincre pour rendre le scénario de Taïwan viable dans les délais exigés par la planification stratégique chinoise, le développement des radars chinois et le développement de la furtivité du BVIN sont dans une compétition technique directe dont le vainqueur déterminera l'issue du scénario taïwanais. Cette compétition se déroule simultanément dans des laboratoires classifiés des deux côtés. Son résultat est la réponse classifiée à la question binaire, et le camp dont les ingénieurs remportent cette compétition déterminera le résultat des simulations de jeux de guerre qui se sont constamment terminées par une défaite américaine. Ce n'est pas le genre de concours où un tour d'honneur à la Donald Trump peut être prévu avant le retour des résultats de test. Même si ce théâtre est tentant, à Moscou, le programme 20 est évalué à travers le prisme précis de la planification russe de la dissuasion nucléaire. La doctrine nucléaire russe calibre son besoin de survivre aux frappes nucléaires américaines selon les systèmes de livraison capables d'atteindre les cibles durcies russes. La furtivité du B-2 a été la principale préoccupation du développement de la défense aérienne russe, visant la capacité nucléaire pénétrante américaine. La furtivité du B-20 est si elle dépasse la capacité du B-2 contre la défense aérienne russe, représente une amélioration de la capacité américaine de pénétration nucléaire que la planification russe de la dissuasion doit prendre en compte. L'investissement russe précis dans le développement des défenses aériennes 500 et 700 est en partie motivé par l'évaluation selon laquelle la capacité du B-20 dépassera la capacité Squadre 100 à s'en défendre. Si la furtivité du B-20 est un 20, les 500 et 700, les cibles russes durcies ne sont plus protégées par la défense aérienne contre une frappe nucléaire pénétrante américaine. La dissuasion nucléaire russe dépend alors davantage de la survivabilité des systèmes de livraison, de dead hand, et des forces sous-marines dont la survivabilité ne dépend pas de la défense aérienne, que de la défense aérienne en couche que l'investissement militaire russe a priorisé. Le programme B-20 s'il réussit, modifie fondamentalement le calcul de dissuasion nucléaire russe. Cette modification est la dimension nucléaire du pari binaire. Dans les capitales alliées, dont la planification de défense intègre la dissuasion élargie américaine, à Tokyo, Séoul, Canberra, et à travers l'OTAN. Le succès ou l'échec du programme VINC détermine si la dissuasion élargie américaine maintient sa crédibilité face au développement de défense aérienne intégrée adverse, qui a progressivement dégradé la capacité de frappe dépendante du F-35 autour de laquelle la planification de défense des Alliés a été construite. Les planificateurs de défense alliés qui ont observé avec inquiétude croissante la défaite de la furtivité du F-35 par le 700 dans la vidéo 12, ont suivi le programme B-20 avec la même intensité, parce que le B-20 est la réponse que la planification de défense américaine offre au déficit de crédibilité ouvert par la défaite du F-35 face au 700. Si la réponse fonctionne, la planification de défense des Alliés peut maintenir sa dépendance envers la capacité américaine de frappe pénétrante. Si la réponse ne fonctionne pas, la planification de défense alliée doit tenir compte d'une capacité de frappe américaine dont la dimension pénétrante a été vaincue par le développement de la défense aérienne adverse. L'instinct de communication pro-Trump serait de rassurer les alliés avec des mots plus forts, comme si les décibels pouvaient remplacer une capacité de pénétration crédible. La crédibilité de la dissuasion élargie américaine, l'hypothèse fondatrice de la sécurité alliée dans 3 théâtres, repose sur le même résultat binaire auquel 68 billions de dollars d'investissement américain en défense ont été consacrés. J'ai passé 32 ans à observer l'Amérique des décisions d'acquisition de défense. Certaines étaient des dont cette série a documenté les conséquences. Le 20 est la décision que je ne peux pas encore qualifier de l'une ou de l'autre. Parce que la question binaire, sa furtivité vainc-elle le radar adverse à longueur d'onde métrique, est une question dont la réponse existe dans des laboratoires classifiés des deux côtés de la compétition technique et n'a pas encore été démontrée opérationnellement. Ce que je peux dire, c'est ceci. Le 21 est la bonne réponse à la bonne question.
La question est de savoir si la capacité américaine de frappe pénétrante peut être maintenue contre les systèmes intégrés de défense aérienne que l'investissement adverse a développé précisément pour la vaincre. C'est la bonne question. Le B20 et 1 est la réponse dont la philosophie de conception, surface équivalente radar plus faible, contre-mesures électroniques actives, signature infrarouge réduite, portée continentale sans base avancée, répond aux dimensions précises du défi que le développement de la défense aérienne adverse a créé. Que la réponse soit adéquate, que les réductions précises de surface équivalente radar et les capacités précises de contre-mesures électroniques fournies par le vaincre et un vainquant. Les capacités de détection précises que le développement adverse des radars VHF a atteintes, c'est la réponse classifiée que je ne peux pas fournir. Ce que je peux fournir, c'est l'évaluation honnête de ce qui se passe si la réponse est oui, et de ce qui se passe si la réponse est non. Si oui, l'Amérique a réalisé l'investissement militaire le plus important depuis le projet Manhattan. Les résultats des simulations changent, les écarts de capacité que le budget n'a pas entièrement financé comptent moins, parce que la capacité de pénétration qui change les résultats des jeux de guerre a été obtenue. Sinon, l'Amérique a commis l'erreur stratégique la plus coûteuse depuis la ligne Maginot. Les 68 billions de dollars que le programme a consommés auraient pu combler chaque écart de capacité. Les résultats des simulations le documentent. Au lieu de cela, ils ont financé un appareil incapable d'exécuter sa mission principale dans un environnement stratégique où les résultats des simulations montrent déjà que l'Amérique perd à chaque fois. C'est la phrase qu'aucune équipe de communication à la Donald Trump ne voudrait voir sur un téléprompteur, parce qu'on ne peut pas la crier assez fort pour en faire une bonne nouvelle. La question finale est de savoir ce que cela signifie lorsqu'une démocratie engage 68 billions de dollars dans un seul programme d'avions classifiés, un pari binaire dont la réponse n'existe que dans des évaluations techniques classifiées. Qu'est-ce que cela nous dit sur la relation entre la responsabilité démocratique et les décisions techniques classifiées qui déterminent les résultats de sécurité nationale? De mon point de vue, après avoir vu cette dynamique binaire se jouer pendant 32 ans à travers des programmes qui promettaient des capacités et livraient des dépassements de coûts, le B20 et 1 peut être différent. C'est peut être le programme qui livre ce qu'il promet. Je l'espère, parce que l'alternative pour les scénarios de conflit précis que cette série a documentés est une situation stratégique dont je fais l'évaluation honnête depuis 30 vidéos, et le B20 et 1 est le seul programme dont le succès change cette évaluation. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous.